Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CGTN français pour cette émission spéciale sous le signe du souvenir d'un événement diplomatique majeur. Il y a 55 ans, jour pour jour, la République populaire de Chine et la République française publient un communiqué conjoint sur l'établissement de leurs relations diplomatiques. Un rapprochement audacieux, en apparence paradoxal, mais foncièrement prometteur. Pour en savoir plus sur le contexte de ce fait historique et son impact sur les relations bilatérales ainsi que sur le monde, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau M. Yang Mingzhu, journaliste chevronné et fin connaisseur des relations sino-françaises. Bonjour M. Yang. Bonjour, bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler un peu le contexte historique de l'établissement des relations bilatérales diplomatiques des deux pays qui, a priori, appartenaient aux deux camps bien distincts en pleine guerre froide? Bien, alors je suis heureux d'être invité à votre plateau aujourd'hui pour commémorer l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France il y a juste 55 ans, jour pour jour. C'est une date historique, c'est une date importante pour les deux pays, pour les deux peuples. Vous m'avez dit comment est-ce qu'on prépare donc cet événement, comment est-ce que le monde regarde donc cet événement. Je crois qu'aujourd'hui on a beaucoup à parler sur ce sujet, parce que comme vous le savez bien, après la Deuxième Guerre mondiale, le monde se divise en deux camps. Il y a le camp socialiste ayant à sa tête l'Union soviétique à l'époque. Il y a l'autre camp capitaliste ayant à sa tête les États-Unis. Alors, les autres pays africains ou latino-américains sont pour la plupart encore sous la domination coloniale. Donc, la Chine a établi donc la nouvelle République populaire en 1949. Dès cette date-là, la Chine s'est rangée du côté du camp socialiste. Et il n'y a pas de doute, face à l'autre camp adversaire, la Chine était regardée de façon et d'un œil pas très doux des pays comme les États-Unis, la France, l'Angleterre, etc. Donc, l'établissement des relations diplomatiques avec la France et la Chine nouvelle est reconnue par la France une puissance occidentale, une puissance de l'Europe et une puissance de dissuasion nucléaire et une puissance qui était membre permanent de la sécurité, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc c'est important pour la Chine de se développer, de se dénouer du camp ayant à sa tête l'Union soviétique. Pourquoi? Parce que depuis quelques années déjà, c'est-à-dire je parle de cette date de 1964, la Chine et l'Union soviétique étaient déjà en conflit un peu camouflé, un peu, que le public ne connaît pas tout à fait, mais c'est une, comment dirais-je, démariage, c'est une rupture qui commence à devenir publique. En ce moment, la Chine se trouve un peu délicatement sur la scène internationale. Voilà, c'est un peu le contexte, mais en cette date-là de commémoration, moi, personnellement, et je crois que tous ceux qui s'intéressent aux relations franco-chinoises pensent immédiatement à deux grandes personnalités qui sont le président Mao Zedong et le général de Gaulle. Justement, du côté de la France, comment ça s'est passé? Alors, en France, à cette époque-là,
c'est justement le général de Gaulle qui était le fondateur de la 5e République française, qui préconisait l'indépendance du pays, qui veut que la France garde sa puissance économique, politique et surtout vis-à-vis des États-Unis. D'accord, donc c'est le credo politique de général de Gaulle qui rime avec celui du président chinois Mao Zedong. Alors, de toute façon, on a abouti à ce rapprochement qui est tellement sensationnel qu'on l'a qualifié d'explosion nucléaire en matière diplomatique. Alors, quel a été son impact? Et je continue, surtout poussé et par ces deux grandes personnalités, Mao Zedong et De Gaulle, que les deux pays se rapprochent petit à petit, avant la déclaration du communiqué conjoint. Parce que c'est un peu délicat, parce que ce sont les deux pays idéologiquement différents, ce sont les deux pays très loin, mais ce sont les deux pays aussi, ils ont eu des relations depuis très longtemps, économiques, commerciales, entre la France et la Chine. Donc le général de Gaulle a décidé à ce moment d'envoyer son proche collaborateur, M. Edgar Faure, de venir en visite personnelle, privée en Chine, pour explorer le champ et pour explorer que pense la Chine à cette époque-là pour établir cette relation diplomatique. Donc c'était une visite préparatoire en quelque sorte non officielle. Non officielle, mais pas en cachette. Il est venu en public comme envoyé spécial du général de Gaulle, mais il a reçu par tous les hauts responsables de la Chine, à partir de Mao Zedong, Liu Shaoqi, Zhou Enlai et les autres. La Chine, à ce moment-là, voulait aussi, comme la France, garder son indépendance. D'accord. Donc, pour célébrer cet épisode, l'ambassade de Chine en France s'est déjà mise sur son 31 le 24 janvier. En effet, le conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a participé lors de sa visite en France à la cérémonie de célébration à Paris. Reportage signé Michel Ma. Dans son discours prononcé lors de la cérémonie, Wang Yi a indiqué que la Chine et la France entretenaient des relations plus étroites que la Chine et l'Occident depuis les 55 dernières années. Il a ajouté que la coopération basée sur les intérêts communs des deux pays a apporté des bénéfices aux peuples chinois et français. Nous devons tenir haut la bannière de l'ouverture et de la coopération. La Chine et la France devront travailler ensemble pour construire une économie mondiale ouverte. La Chine continuera à approfondir les réformes et élargir l'ouverture afin d'apporter à la France et aux pays dans le monde entier plus d'opportunités de coopération. Nous souhaitons promouvoir la collaboration dans tous les domaines avec la France et apporter du bonheur aux peuples des deux pays. Nous espérons aussi que les entreprises chinoises pourront bénéficier d'un environnement commercial ouvert, équitable et transparent en France. L'avenir de la relation franco-chinoise est indissociable du partenariat entre l'Union européenne et la Chine, qui va lui-même en se renforçant, ce dont je me réjouis. Et alors que les fondamentaux, les fondements du système multilatéral sont aujourd'hui mis en cause, le dialogue entre l'Union européenne, la France, la Chine, doit être le cadre d'un engagement résolu, déterminé, en fonction d'un multilatéralisme renforcé au service de nos concitoyens. Donc, fini l'opposition, place à la coopération. Comme on le sait, l'un des fruits emblématiques qu'a porté la coopération sino-française en termes technologiques est la centrale nucléaire de Taïwan. Alors, quelle a été la portée de la réalisation de ce projet? Oui, alors peut-être je rajoute quelques mots pour votre première question. Je vois que l'établissement des relations des deux pays était un grand événement à l'époque,
pour la Chine, pour la France et pour le monde entier, parce que cela change un peu l'échiquier international. Donc, la coopération dont vous parlez, c'est l'un des plus éléments importants dans les relations des deux pays. Et à l'époque, comme vous le rappelez, la construction de la centrale nucléaire à Daya Bay, comme les Français l'appelaient, c'était le début d'un tel projet des deux pays et des deux côtés. C'était une décision difficile à prendre parce que c'était la haute technologie que la Chine ne possédait pas encore à ce moment-là, parce que c'est concerné l'utilisation civile et pacifique du nucléaire. Donc la Chine, c'était aussi le moment où la Chine vient de commencer sa réforme et son ouverture vers l'extérieur. Donc, premièrement, vers la France. C'est pour ça que cette centrale nucléaire faite par les deux côtés à Daya Bay était quelque chose de commémoré. Effectivement, c'était un projet phare, si bien que ça figure toujours dans le manuel d'histoire en Chine. Et c'était un succès aussi, parce que les travaux ont commencé en 1993 et jusqu'à aujourd'hui, les équipements de cette centrale marchent si bien qu'il n'y a aucun problème, que c'est bénéfique pour les deux côtés, la France et la Chine. Justement, à part la coopération technologique dans les relations des deux pays, la coopération économique et commerciale est toujours primordiale. En effet, notre correspondante à Paris, Jacques Charles, est allée à la rencontre du fondateur d'un club d'affaires franco-chinois qui nous a fait partager son regard sur ce volet dont il est un observateur privilégié au travers des événements qu'il organise tout au long de l'année à Paris. Reportage. La success story du Chinese Business Club, qui compte aujourd'hui 100 entreprises françaises et chinoises parmi ses membres, son fondateur Harold Parizeau lui-même ne l'avait pas anticipé. Ce n'est qu'après avoir eu l'idée en 2012 de réunir des décideurs chinois et français pour des rencontres prestigieuses plusieurs fois par an qu'il a réalisé l'ampleur et surtout la qualité des relations entre les deux pays. Une prise de conscience qui s'est faite sur le terrain en apprenant à connaître ses interlocuteurs chinois. Le début a été difficile parce que je n'avais pas le fameux guanxi, comme disent nos amis chinois, je n'avais pas le réseau, mais je me suis aperçu, à ma grande surprise, que les Chinois veulent faire du business, sont très pragmatiques, sont assez opportunistes dans le business et veulent avancer. Donc je pense que ça a aidé à développer rapidement le développement du Chinese Business Club. Alors que l'année 2019 marque le 55e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine, cette relation qui est la plus ancienne de la République populaire de Chine avec un pays occidental apparaît aussi comme une valeur refuge face aux incertitudes qui planent sur la scène internationale. Aujourd'hui, on fête effectivement le 55e anniversaire des relations franco-chinoises. C'est une belle date et puis je pense qu'aujourd'hui, ça a une consonance assez particulière parce qu'il y a une actualité politique qui est très particulière à l'international. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup des relations compliquées entre les États-Unis et la Chine et je pense réellement que c'est une vraie opportunité pour nous Européens. Et au sein même de l'Europe, l'actualité est également particulière avec le Brexit. C'est-à-dire que désormais les marques chinoises qui débarquent en France, enfin en Europe, privilégient la France plutôt que la Grande-Bretagne qui ne fait plus partie de l'Europe. Et ensuite, résultat, nos concurrents sont un petit peu nos voisins. Moi, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait plus d'étudiants chinois qui viennent en France, plus de touristes chinois qui viennent en France et plus d'investisseurs chinois qui viennent en France. Cette année sera constellée de célébrations du 55e anniversaire. Harold Parizeau affiche lui volontiers son espoir de voir les relations entre les deux pays aller de l'avant. En communiquant à visée,
Il estime que celle-ci passe encore et toujours par une meilleure connaissance qui apporte une meilleure compréhension. En tant que président du Chinese Business Club, je conseille aux entreprises françaises de se rendre le plus souvent possible en Chine, et pas uniquement Beijing et Shanghai. Il y a une multitude de grandes villes chinoises qui se développent pour apprendre à travailler avec les Chinois, à connaître les Chinois. Et c'est en se connaissant, en se voyant, en se revoyant qu'on crée des opportunités et des synergies. Au Chinese Business Club, on se réunit à peu près une douzaine de fois par an à Paris. Et c'est comme ça que les membres chinois et français découvrent des opportunités, font du business ensemble, se trouvent, se retrouvent, etc. Donc c'est très important de développer son guanxi franco-chinois. 55 ans après l'établissement des relations diplomatiques, la relation France-Chine repose sur une base solide qui favorise les échanges à tous les niveaux. L'exemple de ce club d'affaires en est une illustration en rapprochant à la fois les personnes et les entreprises des deux pays. Jade Charles, CGTN, Paris. On vient de voir dans le reportage la coopération entre les deux pays au niveau des entreprises, alors qu'au niveau gouvernemental, la France s'est également montrée active à l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie. Alors, quelles sont les grandes orientations de leur coopération dans cette initiative, dans le cadre de cette initiative? Je crois que ici, quand on parle de la route et de la soie historique, quand on parle de la nouvelle initiative du président Xi Jinping, une route, une ceinture, immédiatement, ce qui m'arrive comme mot dans la tête, c'est la continuation. C'est-à-dire, il y a 55 ans, les deux grands hommes d'État, les deux grands stratèges, De Gaulle et Mao Zedong, ont une vue très loin, ont une vision, grande vision sur le monde. Ils nous ont ouvert la voie de coopération entre ces deux pays, mais aussi qui sont bénéfiques au monde, et à l'Europe et à la Chine. Donc cette continuation, c'est une marche sur la voie déployée par nos ancêtres qui ne sont plus là, malheureusement. Mais il y a les successeurs de ces grands hommes, tels que Xi Jinping et M. Macron, le nouveau président de la République française, qui est jeune aussi. Je crois que sur cette initiative, la France déclare à maintes reprises et à beaucoup de niveaux, au niveau d'État, au niveau des entreprises, au niveau des personnalités, que c'est un bon choix, c'est une bonne voie à suivre. Je pense, parce que c'est seulement le commencement, on va voir que ce sera bénéfique mutuellement pour les deux pays, parce que cela a été prouvé par l'histoire, parce que dans l'histoire, la soie de Chine est arrivée en France, à la ville de soie, à Lyon, il y a plusieurs siècles. Alors, c'était déjà une sorte de coopération économique. Et c'est déjà une compréhension entre les deux peuples. C'est déjà un échange culturel et technique. Parce que moi, personnellement... Ce serait logique de poursuivre cette coopération inscrite dans la continuité. Voilà, parce que j'ai personnellement visité le musée de la soie à Lyon, qui nous racontait les relations des deux pays dans le produit de la soie. Donc, je vois qu'avec la nouvelle technologie, avec le nouvel environnement international, avec les nouveaux dirigeants des deux pays, c'est une voie, je pense, on peut marcher sur laquelle très loin. Justement, la route de la soie, c'est aussi un vecteur de la culture. Outre la coopération économique et commerciale, les deux pays ayant une riche culture, il est dans l'intérêt des deux peuples de s'inspirer mutuellement.
Dans le milieu de l'art, une exposition importante a récemment été organisée à Pékin pour rendre hommage aux artistes chinois qui ont étudié en France au début du XXe siècle et servi à leur retour de pont entre les deux cultures. Reportage. À l'Académie centrale des beaux-arts, une exposition intitulée « Artistes chinois en France, pionniers de l'art moderne en Chine » a été inaugurée. Il y a plus de 100 ans, les premiers artistes chinois sont arrivés en France pour étudier les beaux-arts européens. Quand ils sont rentrés en Chine, ils sont devenus les fondateurs de l'art moderne de la Chine nouvelle. La collection présentée regroupe des œuvres d'une quarantaine des plus grands noms des artistes chinois ayant effectué des séjours en France de 1911 à 1945. À l'époque, les artistes pionniers chinois ont appris l'art européen en France, qui est totalement différent de l'art de la Chine traditionnelle. Également, ils ont appris l'importance du rôle de l'art dans la société. C'est pourquoi, après leur retour en Chine, ils se sont engagés dans l'éducation et la création d'œuvres d'art. Ils étaient les pionniers et ont donc eu une grande influence sur l'évolution des beaux-arts en Chine. Ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est au fond de montrer à quel point l'expérience des artistes chinois en France a permis de changer l'art moderne en Chine. Donc ce n'est pas la Chine qui a évolué elle-même, comme ça, fermée sur elle-même. C'est un processus de modernisation, une révolution en quelque sorte de l'art en Chine, mais qui est passé par l'étranger, qui est passé par une confrontation avec l'étranger, et notamment la France. Et moi, la France a joué un rôle considérable dans ce mouvement, dans cette histoire. L'exposition est composée de 4 parties. L'art moderne de la Chine entre 1911 et 1945, l'association des artistes chinois en France, les pionniers de la sculpture moderne chinoise et les professeurs français des artistes chinois. En collaboration avec 40 institutions publiques et privées, plus de 200 œuvres dont de nombreuses œuvres inédites sont présentées. L'exposition sera ouverte au public jusqu'au 3 mars 2019. Donc, dans le sillage de ces pionniers et autres pionniers dans d'autres domaines, de plus en plus d'étudiants chinois partent en France pour faire leurs études. Toutefois, le gouvernement français a récemment annoncé la décision d'augmenter les frais d'inscription pour les étudiants non européens. Alors, à votre avis, l'enseignement supérieur français est-il toujours tendant pour les étudiants chinois, malgré cette hausse du coût financier? C'est tout frais, cette nouvelle dont vous parlez. Mais avant de répondre à votre question, avec ce reportage, je voudrais bien vous rappeler que les étudiants chinois en France, ça date pas d'aujourd'hui. Donc, c'est justement il y a un siècle que les Chinois ont commencé leur voie sur les études en France. À l'époque, oui, le fameux mouvement travail-études. Voilà, ça s'appelle le mouvement travail et études. Et il y a parmi eux 3 groupes de personnes. Premièrement, c'était des vétérans révolutionnaires qui sont devenus les dirigeants de la Chine, de la première génération. Alors nous avons de grands noms comme Zhou Enlai, comme Chen Yi, comme Deng Xiaoping, comme Li Fuchun, Cai Chang, etc. Ils étaient aussi étudiants parmi eux. Deuxièmement, il y a aussi un groupe qui ont étudié les scientifiques, les sciences et les technologies. Nous avons pensé immédiatement à M. Yan Jitsi et les Wang Dezhou et les autres, parce que ce sont de grands noms. Ils sont dans quel domaine? Alors c'est acoustique pour Wang Dezhou, Yan Jitsi pour physique, je crois. Et puis le troisième groupe, c'était ces artistes qu'on a tout à l'heure nous raconté dans le reportage. Alors, ayant comme principalement Xu Peirong, Chang Shuhong, Wu Zuozhen, Liu Kaichu. Alors, les premiers pionniers de la Chine dans l'art moderne ayant avoir inspiration des artistes
et des professeurs français. Donc, ces premiers étudiants ont laissé leurs traces en France. Alors, par rapport à ce reportage, je me rappelle immédiatement à une autre exposition qui a été organisée en France, à la petite ville de Montargis, où travaillaient Deng Xiaoping et les autres grandes personnalités chinoises. Cette exposition s'appelle « Les traces des vétérans révolutionnaires chinois ». Voilà, je crois qu'aujourd'hui, on reprend ce mot « les étudiants chinois en France » ou, parallèlement, les étudiants français en Chine, et augmenter un peu de frais d'inscription parce que je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire parce que c'est d'une affaire intérieure du gouvernement français. Mais pour les étudiants chinois, ce n'est pas un gros souci non plus. Je pense que si il y a une augmentation, ce n'est pas une menace pour nos étudiants parce que c'est un frais d'inscription, ce n'est pas les frais d'études. On ne paie pas les études, on paye une inscription. Voilà, le mot inscription, c'est comme ça parce que moi, personnellement, j'ai 2 fois étudiants et chercheurs en France. Alors, une inscription, c'est aujourd'hui, c'est quelques centaines d'euros. C'est rien du tout. Donc, cela n'empêchera pas les étudiants chinois qui continuent leurs études en France et ça n'empêche pas que les nouveaux jeunes qui vont partir en France pour leurs études. Alors, c'est d'un côté. À l'autre côté, je crois que depuis l'établissement des relations diplomatiques, il y a 55 ans, que les échanges entre les 2 pays dans le domaine de l'enseignement et de la formation font un grand progrès parce que je connais bien ce domaine-là. Alors, on ne peut que chanter cet événement et ça va continuer, je pense. Il n'y a pas de problème. Je comprends. C'est-à-dire, pour ceux qui sont vraiment désireux de partir, cette légère hausse du coût financier n'est pas un gros problème. Bon, merci pour vos éclaircissements. Merci. Merci à vous. Lors de sa visite en France au début de l'année dernière, le président chinois Xi Jinping a indiqué que les relations sino-françaises recèlent un gros potentiel. Espérons que davantage de possibilités de coopération tous azimuts deviennent réalité. C'est la fin de cette émission spéciale. Merci de nous avoir suivis. Il faut continuer sur notre site internet et les réseaux sociaux et excellent programme sur CGTN français.